Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, j'ai eu plein de projets, j'ai eu beaucoup d'activités qu'on passera en revue au fil du temps. Moi je me presse plus, je suis assez tranquille. Vous savez que j'ai perdu beaucoup de visibilité avec la perte de la chaîne. Je vous cache pas que c'est un poil démotivant, mais il faut simplement le temps que ça revienne et on va continuer notre petit train-train et ça reprendra quand ça reprendra. Voilà. On se retrouve aujourd'hui pour l'évolution de la table de jeu de rôle virtuel qui a fait un léger bond en avant. J'ai eu une idée, en fait pour être même précis, c'est une idée que j'ai eue il y a longtemps et que je pensais à la limite du pas trop réalisable, du très compliqué, voire du lourd. Et le fait est que, en fait, courant d'air. Et le fait est qu'en fait non, pas du tout. C'était, il fallait trouver le bon biais pour attaquer le problème. Et du coup il y a, je vais pas vous dire de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 évolutions dans la table virtuelle qui la rendent encore plus sympathique, pratique et qui nous permet de gagner du temps. Évidemment on va commencer par la plus rapide à regarder et la moins intéressante. Et on va finir par la cerise sur le gâteau, la plus cool. Nous voilà sur la table du maître de jeu pour commenter les premiers changements. Alors le tout premier qui est très visible, je vous cache pas que mentalement il faut que je remonte parce que je sais plus quand est-ce que j'ai fait un topo sur les évolutions, donc il y en a peut-être qui vont passer à la trappe ou qui vont être dites 2 fois, c'est pas impossible. Enfin, en tout cas celle-là j'en suis convaincu, on l'a pas vu ensemble. Vous voyez le widget pour déterminer les attaques de moi en tant que maître de jeu et des joueurs sur leur propre table. Il a été simplifié, un peu épuré, et les informations sont un peu plus commentées. Je suis toujours confronté à ce souci qui est que comme on joue pas toutes les semaines, les joueurs ont le temps d'oublier comment les choses marchent et les calculs à faire pour déterminer les jets de touche, etc. Et il y a la petite perte de temps de leur rappeler comment ça marche pour leur faire rentrer dans le crâne. Et je me suis dit qu'il fallait améliorer un petit peu l'affichage. Voilà, l'interface visuelle de l'ensemble pour qu'ils aient à se poser encore moins de questions. Vous pouvez voir qu'il y a 2 cases qui sont apparues, une pour l'arme principale, une pour l'arme secondaire, et qu'elles contiennent les informations seuil, dés, toucher, dégâts. C'est très simple, quand un joueur attaque, vont s'afficher, en fonction de l'arme qu'il a utilisée, le seuil de toucher, qui est le score qu'il ne doit pas dépasser pour toucher une défense 0. En dessous va s'afficher le score du dé qu'il a fait. Et donc par calcul, par soustraction, à côté de touche, va s'afficher quelle est la défense qu'il arrive à surpasser, quelle est la défense qu'il arrive à atteindre. S'il a un seuil de 14 et qu'il fait 10 avec le dé, bah, il touche une défense de 4 maximum. Ça veut dire que si l'adversaire a 5 en défense, c'est raté. Et en dessous, les dégâts vont s'afficher, comme d'habitude, en fonction de l'arme qu'il a choisie. Pareil pour le côté droit. Bah, je vous cache pas que au final, ça rend les choses encore plus lisibles. J'aurais même pu me passer de la ligne seuil, puisque finalement, tout ce qui nous intéresse au final, c'est éventuellement le score du dé, mais surtout, quelle est la défense qui a été atteinte. Mais je trouve quand même intéressant que le seuil soit affiché pour que moi je sache déjà quel est le seuil du joueur. Ça me permet d'évaluer quelle est sa puissance à l'arme concernée, et éventuellement de modifier ce que je dois modifier pour que le combat reste intéressant. Et je voulais pas juste que le lancer de dés se résume simplement à la valeur de défense touchée s'allume comme par magie. C'était presque cryptique, vous voyez, c'était presque chiffre miraculeux, on sait pas trop d'où il sort. Là c'est une simple soustraction des 2 nombres au-dessus, ça évite d'abord à le faire de tête. Et ça inclut bien évidemment tous les malus, alors, de statut, pas j'allais dire situationnels, mais non. Les malus situationnels, c'est ceux qui apparaissent en cours de scénario, qui correspondent à des situations très spécifiques. Les malus de statut, c'est des malus très classiques que l'on voit en bas à droite ici, à côté des portraits. Voilà, j'ai tous les malus sur tomber au sol, entraver, aveugler, voilà, tout ce genre de trucs très génériques qui peuvent couvrir plusieurs situations. Ça, c'est des malus de statut, et ceux-là sont automatiquement inclus
dans l'élévation ou l'abaissement du seuil de toucher. Tous les malus situationnels, on doit les rajouter à la main puisque par défaut, ils sont pas dans la machine, ils sont situationnels, ils sont exceptionnels. Je peux pas me faire un bouton pour chaque truc exceptionnel parce que sinon je me retrouve avec 4 kilos de boutons et voilà, le but c'est pas d'avoir une calculatrice dans laquelle moi je perds du temps alors que je suis en train de jouer. Donc je rajouterai ça gentiment de tête. Voilà la première évolution. La deuxième évolution, elle se trouve sur le D12 qui est en bas du widget. Au-dessus, avant, il y avait 3 petites cases qui contenaient l'initiative que faisaient les joueurs, les alliés et les adversaires. Bah ça c'est fini. Alors 1, ça se passe plus là, ça se passe sur la table de combat. Et 2, on retourne à une init différenciée pour tout le monde. Pourquoi? Parce que maintenant j'ai une espèce de table récapitulative des inits des gens qu'on aura tout le temps sur la gueule, qui est assez dynamique. Qui m'évitera tout le monde agir en même temps, qui est toujours un truc très compliqué à mettre en place, puisque les actions simultanées devraient normalement interagir les unes sur les autres, mais comme nous on peut pas toutes les régler en même temps, on est obligé de les faire l'une après l'autre et de prendre en compte ce qui s'est passé. Bref, c'est un sacré micmac, donc je préfère que les initiatives soient le plus variées possible pour que les actions se déroulent gentiment les unes derrière les autres. Et je réfléchis même, en cas d'action simultanée, à me demander si ce serait pas le score d'agilité qui déterminerait qui agit en premier. Mais voilà, comme je sais pas encore comment l'implémenter automatiquement, je préfère pas encore me lancer dedans. C'est tout ce qu'il y a à voir avec le widget. Il est plus clair et il est plus simple. La modification numéro 2 est assez décorative, elle est surtout utile pour moi. Toutes les petites icônes de statut à côté des photos des joueurs, j'avoue qu'avant j'avais pas pensé le fait que je me souviendrais plus à quoi elles correspondent après 15 jours ou 3 semaines de non-jeu. Donc je me suis simplement rajouté les infobules de au fait c'est quoi le bouton pour que je sache à quel point et à quel moment l'activer. Voilà, très léger. Dans le un peu moins léger, lorsque j'ouvre, alors je vais pas vous dire de conneries. Oui, c'est là. Il me fallait le temps de mettre le truc en place. Vous pouvez voir que sur la barre des points de vie des joueurs, il y a un petit plus qui est situé sur la gauche, qui n'était pas là avant. Ce petit plus ouvre une fenêtre qui correspond à chaque joueur, qui récapitule les caractéristiques avec un score de 0. Et si je clique sur le plus d'Altea, voilà. Et si je clique sur le plus de Royce, voilà. Ça, c'est pour gérer les bonus de carac temporaire. Un poison, une blessure particulière, une situation fait que le joueur il perd 2 en agilité, 1 en consti, 3 en charisme, peu importe. Comme ces caracs sont rentrés dans une base de données, je peux pas moi aller modifier la base de données parce que ça veut dire qu'il faudrait que je me souvienne de la démodifier une fois que le bonus passe. Donc il me fallait une interface pour gérer les modifications temporaires. Bonus comme malus, hein. On boit une potion, hein, on gagne 2 en force. Il fallait que je trouve un moyen que les caracs de force du joueur deviennent temporairement plus 2. Donc c'est ici que je vais rentrer gentiment. Par exemple, voilà. 1, moins 2 en force pour William. Ça veut dire que pour l'instant, le joueur joue comme avant. Et quand j'en ai assez, quand c'est bon, j'ai pas à marquer plus 2 pour contrer le moins 2, j'ai qu'à dire le bonus revient à 0. Ça me permet de gérer complètement en dynamique les caracs de mes joueurs. C'est tout con, mais croyez-moi, en tant que maître de jeu, c'est assez pratique de pouvoir utiliser ces modifications dans un système entièrement automatisé et pas tout faire à la main. Et de devoir se rappeler tous les bonus, tous les malus, tous les états de statut, voilà, ça devient un peu compliqué au bout d'un moment. Très pratique, très chouette. Alors bien sûr, une fois qu'on met ça en place, il faut retourner dans toute la programmation, à tous les endroits qui prennent en compte les caractéristiques, pour leur dire, et il n'y a pas que la carac, il y a aussi éventuellement un bonus temporaire à prendre en compte dans les calculs.
typiquement dans les jets de compétences, qui font appel à des caracs, dans le calcul de la valeur de défense, qui prend en compte l'esquive, dans les dégâts, qui prend en compte la force, etc., etc., etc. Donc ça a demandé un certain balayage de toute la table pour repérer tous les endroits qui faisaient appel aux caracs, et leur signifier gentiment que il y a un bonus-malus qui peut s'ajouter. C'est le deuxième changement. Et on est déjà un peu plus en profondeur. Troisième changement, il se passe... enfin, le troisième, quatrième, cinquième, sixième, se passent tous au même endroit, hein, le truc que je bichonne le plus, en réalité, qui est le champ de bataille. Le champ de bataille, c'est vraiment l'endroit où je passe le plus de temps, où je réfléchis le plus à ce qui peut être agréable, ce qui peut être simple, etc., etc. Je veux que ça soit aussi immersif que possible, je veux que ça soit une vraie assistance. Donc, comme toutes les autres parties sont un peu très tournées roleplay au final, c'est des appuis pour de la discussion, le champ de bataille c'est de l'appui pour du combat, donc il faut qu'il soit un petit peu plus péchu. Vous voyez ici le champ de bataille, j'ai chargé une vieille carte, voilà, visuellement c'est pas fifou, mais bon. Vous remarquerez peut-être qu'il y a eu déjà une grosse simplification de beaucoup de choses. Avant sur la gauche, ici en dessous, je sais pas si on voit la souris, ouais. Ici en dessous, il y avait plein de tokens qui sont partis. Ils sont ailleurs, c'est un des changements. J'ai rajouté des petits boutons ici en haut. On va voir à quoi ils servent. Vous remarquerez peut-être que devant les tokens des PNJ, maintenant il y a un... Alors avant il y avait un chiffre de marqué. Le problème c'est que ça faisait encore un chiffre en plus et il fallait mentalement savoir à quoi correspondaient tous les chiffres qui entouraient un token de perso. Je vais prendre n'importe quoi, je vais prendre voilà. Je vais prendre un personnage, je vais le faire apparaître, le voilà. Il est ici, on va le mettre sur fond vert pour qu'on le voit bien. Vous remarquez plein de choses en fait, vous remarquez sans doute que la façon dont les infos sont affichées sous le token a changé. Il y en a moins et elles sont visuellement assez distinctives. Vous avez A, la lettre A qui est marquée, A pour m'indiquer que c'est le personnage A. C'est ce dont je vous parlais avant. Avant il y avait marqué 1, 2, 3, 4, 5, mais comme il y avait aussi marqué d'autres valeurs correspondant à des caracs, ça faisait beaucoup de valeurs numériques sous les yeux. Et il fallait que le cerveau arrive à trier à quoi correspondait chaque valeur numérique. Maintenant que c'est une lettre, eh bien, le cerveau ne se soucie plus de savoir ce que ce 1, ou ce 2, ou ce 3 veut dire. Simplement, mes tokens ici, quand je les fais apparaître, et si on fait apparaître 6 par exemple, il va les appeler A, B, C, D, E, F. Ce qui fait donc que quand je fais apparaître un second token, voilà, ici, c'est le token B. C'est juste cette petite alpha-numérisation qui est mentalement plus facile à prendre en compte. La valeur qui est en dessous, directement en dessous du token, c'est la classe d'armure. Désormais, elle est tout le temps visible. Avant, il fallait que les joueurs passent leur souris dessus pour l'afficher. Maintenant, elle est tout le temps visible. La chose qui a disparu en revanche, c'est l'état des points de vie de la créature. Avant, il y avait une espèce de dessin en forme de cœur qui se vidait quand le personnage était mi-vie, etc. Je l'ai viré. Je l'ai tout simplement viré parce que, en fait, quand les joueurs passent leur souris sur le personnage, ils ont la barre de vie qui s'affiche plus ou moins remplie. Donc ça me permettait d'évacuer un peu, et surtout j'avais besoin de cette place à gauche, puisque la place à gauche, en fait, elle sert à afficher en garde ou pas en garde, la posture de garde. Du coup, ce sont les 3 seules images qui s'affichent sous les tokens. C'est en garde, c'est la défense, et c'est le numéro du token en question. Évidemment, quand on est en garde, la défense augmente ou descend, exactement comme avant. Dans ce qui a changé par contre, vous avez la façon dont je signale qu'un token est enflammé. Il y a des possibilités d'enflammer quand on attaque avec du feu, ça cause des dégâts tous les tours, donc c'est assez important de se souvenir qui est enflammé ou pas. Et du coup, quand un token est enflammé, voilà, il brûle. Il brûle pour de vrai, c'est assez sympathique, hein, c'est une petite animation, ça donne un petit peu de vie quoi. Avant c'était une espèce de petite flamme qui apparaissait au-dessus d'une des infos du bas, mais finalement, fait comme ça, je trouve que ça passe très très bien.
Ça c'était le changement numéro 4. Corollaire immédiate, le changement numéro 5, il apparaît en haut à droite. Vous voyez qu'il y a les deux portraits des deux PNJ que j'ai fait apparaître. Alors, si je les fais disparaître, le portrait va disparaître. Hein. En haut, s'affiche en ligne tout ce qui est présent sur la table. Ça veut dire que si je fais apparaître mes 3 joueurs, voilà, je me retrouve avec leurs 3 portraits. Pour les tokens, on a le rappel de est-ce que c'est le A, le B, le C, le D, etc. Et en dessous, vous avez une case avec un 0. C'est là que s'affiche l'initiative. Quand mes joueurs lancent leur initiative, le score qu'ils ont obtenu, de 1 à 12, va s'afficher là. Et moi, tout pareil, quand je lance mon dé d'initiative à moi, ça lance l'initiative pour tous les tokens présents sur la table. En l'occurrence, le token A agira à 7, pardon, et le token B agira en premier à 12. Ça nous permet d'un seul coup d'œil de faire l'ordre d'action. J'aurais adoré pouvoir les trier, les ranger par ordre, ça aurait été extrêmement chouette. Malheureusement, c'est un poil compliqué, je vous le cache pas. Et j'ai fait quelques tentatives, j'ai pas réussi. Moralité, pour l'instant, ça va rester comme le tiercé, dans le désordre. Qu'est-ce qu'il y a comme autre changement? Oui, un changement pas dégueu. En bas, tout en bas du champ de bataille, vous voyez que j'ai une espèce de petit point là, sur lequel je peux cliquer si je veux. Si je clique, ça me fait apparaître l'interface de gestion des familiers. Créatures invoquées, principalement. Pas les familiers, genre j'ai un chien dressé et voilà, il faut un chien sur la table. Les trucs qui sont là pour une durée déterminée. Actuellement, dans la gamme familier, il n'y a que les élémentaires. Et avant, ici en bas à gauche, j'avais toutes mes catégories d'élémentaires, mais en un seul exemplaire. Ce qui veut dire que si j'ai 2 lanceurs de sorts sur la table et que les 2 invoquent un golem de terre, eh ben j'étais dans la merde. Parce que j'avais qu'un golem de terre en fait. Désormais, je dispose de 8 emplacements de familiers. Et on va prendre le familier 1 par exemple. J'ai une liste déroulante de tout ce que j'ai actuellement comme familier possible. Par exemple, je vais prendre un golem de feu majeur. Le fait de le choisir, ça fait instantanément apparaître le token. Voilà, il est là, golem de feu majeur. Vous voyez comment sont traités les tokens. On indique dans une case F1, F pour familier. 1 parce que c'est le numéro 1, ça me rappelle que c'est la case 1 qui le gère en fait. Et ça permet de différencier les différents pets qui peuvent être invoqués. Et à côté, il y a une case dans laquelle il y a marqué 0. Et elle réagit à cette case-là en dessous du 1. Alors, je vais marquer 6 par exemple. Voilà. Je vais marquer 6, du coup, dans cette case apparaît 6. C'est le nombre de tours d'invocation. Ça veut dire que ce golem va être présent sur la table pour 6 tours. Et en fait, à chaque fois qu'on passe au tour suivant, vous allez voir, je clique, je fais tour suivant. En haut, les initiatives sont remises à 0. C'est un nouveau tour. En bas, il y a marqué 2, parce qu'on est au tour 2. Et le golem, là où il y avait marqué 6, ben, il y a marqué 5. Et ainsi de suite. Si les tours suivants se défilent, mon golem va arriver à tour 0. C'est-à-dire que c'est son dernier tour de présence sur la table. C'est là où soit le joueur paye pour que le golem reste, s'il en a la possibilité, si le sort correspond à ça, soit quand je fais tour suivant, le golem dépop automatiquement. J'ai pas à aller cliquer quelque part pour le faire disparaître, etc. etc. Et du coup, je peux avoir techniquement 8 golems de terre sur la table, avec tous leur propre durée de vie, et ça va simplifier beaucoup mes calculs. Je n'exclus pas de rajouter bien évidemment plein de catégories de pets différents. La seule question que je me pose, c'est il va falloir que j'arrive à gérer, si la liste est longue comme un jour sans pain,
il va falloir que j'arrive à gérer les trucs d'affichage en fait, pour pas que la liste disparaisse en dessous de l'écran et qu'elle soit pas cliquable. Mais c'est pas bien compliqué, hein, j'ai qu'à la faire apparaître au-dessus par exemple. Ça ferait une liste qui se déroulerait comme ça sur toute la longueur de la table vers le haut au lieu de se dérouler vers le bas. Ça pourrait très très bien marcher. En tout cas, ça m'ôte une sacrée épine du pied en termes de gestion de créatures invoquées. Je vais écarter mes joueurs. Voilà, vous pouvez remarquer que les joueurs ont leur défense affichée sous leur personnage. Ça m'évitera moi de leur dire au fait t'as combien en défense. Voilà, je le vois. Et dès qu'ils font des modifs sur leur feuille de personnage, des modifs de posture ou quoi ou qu'est-ce, je le vois. Si par exemple je détermine que William est au sol, sa défense est passée de 6 à 4 parce qu'il vient de perdre une partie de son esquive, son bonus d'agilité à la défense. Voilà, tout est comme ça assez réactif. Et pour la dernière modification, il va falloir que j'ouvre la feuille d'un joueur. La dernière modification, je vais en parler un peu le temps que la page se charge. J'ai pensé il y a très longtemps que ça serait quand même extrêmement chouette si les tokens des joueurs, les figurines des joueurs, pouvaient avoir en main l'arme qu'ils portent. Voilà. Trip, hein, on dit comme ça, si vous touchez un peu en programmation, peut-être qu'il y a des choses qui vous viennent en tête. Moi je cherchais vraiment comment faire pour que ça soit pas lourd, facilement gérable. Et au final, eh ben, il se trouve que j'y suis arrivé. C'est-à-dire que il existe maintenant, pour chaque token de personnage joueur, je peux pas le faire avec tous les tokens non plus, hein, c'est vraiment pour mes joueurs. Il existe pour chaque token de personnage 12 tokens différents. Donc j'ai 12 William, 12 Royce, 12 Altea. Et à chaque fois, ils portent une arme différente. Et en fait, en bas à gauche, en fonction de l'arme sur laquelle ils cliquent, bah, ils ont le token en question qui vient prendre la place. Et ça a l'air de rien, mais en vrai, ça évite beaucoup d'accidents. Ça évite le joueur qui a cliqué sur la mauvaise arme, parce que tout le monde voit l'arme qu'il est en train de porter. Le joueur qui n'a pas sélectionné d'arme, puisque le token n'a pas d'arme en main. Voilà, ça donne une visibilité un petit peu à tout le monde, y compris aux joueurs, pour se souvenir que, bah tiens, oui, là, il n'a pas la bonne arme. Et c'est très immersif. Faut pas se le cacher, c'est quand même très immersif. Je vais basculer sur la table du joueur. Nous allons ouvrir son champ de bataille. Voilà. Et vous allez voir que... Alors que je suis sur William, si je dis que William passe à l'arc, voilà, le token est à l'arc. Si je dis que William passe à la dague, j'ai un William à la dague. Si je dis qu'il est à la hache, il est à la hache, etc., etc. Des tokens dans tous les sens, le token désarmé, voilà, pour dire juste en position de combat corps à corps. Petit détail qui peut avoir son importance. J'aurais adoré rentrer encore plus loin dans la réalisation, mais ça devenait chiant à faire. Pas plus compliqué, mais chiant. C'était de prendre en compte ce que le joueur a en main gauche. Là, je ne représente que l'arme en main droite. Vous voyez, si par exemple, je lui mets... alors, c'est une mauvaise idée. Si par exemple, je lui mets le marteau, voilà, et ben en main droite, techniquement, il peut avoir une dague ou une hache. Et le token, là, il a une dague. Parce que je sais que William manie la dague. J'aurais pu, il aurait suffi de faire des tokens supplémentaires représentant toutes les versions du personnage avec tout équipement possible. Parce que si je rentre dans ce délire-là, il faut aussi que je prenne en compte ceux qui portent un bouclier ou n'en portent pas. Parce que du coup, il y aurait le token à l'épée avec un bouclier, à l'épée avec l'autre main qui tient rien, à l'épée avec la dague, à l'épée avec la hache.
Et du coup, c'était pas 12 tokens différents dont j'aurais eu besoin. On approchait du, je sais pas, 40, du 60, enfin ça devenait complètement exponentiel et débile. Et débile, donc on reste sur, on représente la main principale, la main droite, parce que du coup tout le monde est droitier. Puisque je suis sur l'interface joueur, vous voyez que quand je passe les tokens sur les PNJ, j'ai la barre de vie qui apparaît au-dessus, comme avant. Alors vous la voyez clignoter, parce que techniquement, comme la page se recharge, ça repart à 0 et il faut que ça réapparaisse. J'ai pas trouvé. Je pense qu'il n'y a pas de moyen, avec le système comme il est conçu, puisqu'il y a des rechargements de pages, on est obligé d'avoir ce côté je clignote de temps en temps. Pas plus pour moi, je crois pas. Je crois qu'on a fait le tour. Ah non, si, il y a un truc. Maintenant, sur l'interface des joueurs, ce bouton-là, ici, là-haut, sert à faire défiler les nuages ou pas en fonction de si le joueur a envie ou pas de voir des nuages défiler. Je me suis un peu enquiquiné à faire une version visuelle bien plus sympathique que celle d'avant. Vous voyez, vous avez vraiment une espèce de cohorte de nuages qui défilent de gauche à droite, suffisamment transparente. On peut déplacer les tokens à travers, elle est absolument intouchable, on ne peut pas la sélectionner ou aller savoir quoi. Elle se répète en boucle, l'animation se répète en boucle, donc une fois que les nuages sont passés et qu'ils ont disparu à droite, et bien après quelques petites secondes, ils réapparaissent à gauche et ils continuent. C'est juste de l'ambiance. Avant, c'est moi qui le déclenchais. Et ça apparaissait chez tout le monde. Mais comme ce sont des tables qui se rechargent, il fallait que je les fasse défiler très vite, puisqu'il fallait qu'ils aient fait leur course avant que la table se recharge. Et ça rendait vraiment moche. Donc j'ai dû l'inclure nativement dans les tables des joueurs, mais du coup, comme je ne peux pas ordonner des choses au navigateur des gens chez eux, parce que sinon c'est la porte ouverte à tous les piratages de la planète, c'est eux qui doivent par une action déclencher ou pas quelque chose. Et comme ça n'est qu'un truc graphique de plus, que les joueurs peuvent vouloir ou ne pas vouloir, mais je leur laisse la main sur le défilement des nuages. Et il y a un petit point d'interrogation qui est apparu en haut, qui est très très simple. Hein. Simplement, quand on clique dessus, ça recentre la page sur le token du joueur. Quand les pages sont très très grandes, qu'on peut naviguer dedans, c'est quand même toujours utile de rappeler le token du joueur en plein milieu de l'écran pour savoir où on se trouvait. Voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. On a fait le tour? On n'a pas complètement fait le tour. Il reste un truc, pardon. Il reste un truc. C'est les trois petits boutons qui sont là. C'est très simple, hein. C'est les gabarits. J'en avais déjà fait avant, mais ils étaient un peu compliqués à gérer et pas pratiques à prendre en main, et du coup je les utilisais pas, quasiment pas. Donc j'ai refait des gabarits. C'est pas bien compliqué un gabarit. Voilà, ça ressemble à ça, un gabarit. Ça se positionne sur les cases. Voilà, et ça détermine qui est dans une zone et qui ne l'est pas. Et si je passe chez le joueur, et que le joueur là aussi, le gabarit, sauf que le joueur peut le déplacer aussi. Ça veut dire que lorsqu'il y aura du lancement de sorts ou de trucs explosifs quelconques, je pourrai faire apparaître le gabarit et le joueur pourra me dire précisément, voilà, je le pose là, le gabarit. Et moi je verrai ce que le joueur a choisi. On se simplifie la vie. Voilà les cadavres, on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. Je réfléchis, est-ce qu'on a fait le tour? Ouais, je crois. Je sais pas si je vous avais parlé la fois d'avant, au cas où j'en touche deux mots là, mais vous voyez que maintenant, à côté des portraits en bas à droite, il y a des chiffres qui sont apparus. Typiquement, si on regarde Royce, il y a marqué 3, 5, 0. Altea, il y a un 13 et un 0, et William, il y a un 7 et un 0. Le 0, c'est la fatigue causée par les bagarres et les coups à la tête. Le 5, c'est les points d'endurance qui permettent de lancer les compétences. Et je suis en train de me dire qu'on n'a peut-être pas parlé de ça. Ouais, je crois qu'on n'a pas parlé de ça. Donc c'est des points d'endurance qui permettent de lancer les techniques martiales en fait. Et le 13 et le 3, c'est la mana. C'est pour ça que William n'a pas de mana.
Point d'endurance. Bon, on va terminer par ça. Bon, si je l'ai déjà fait, ben voilà, passer à autre chose. Hein. Mais je crois pas. Très honnêtement, je ne crois pas. Donc on va juste réinitialiser tout ça. Faire disparaître les tokens. Ici. Ici en bas, j'ai sur la table du joueur 1 une case où il y a marqué 7. Et c'est le fameux 7 que moi je veux sur ma table. Ce sont les points d'endurance. Les points d'endurance permettent de lancer les techniques martiales. Si là je clique sur feinte, il va se lancer et il va venir me manger un point d'endurance. C'est aussi simple que ça. Maintenant, voilà ce qui se passe. Les points d'endurance, c'est pour la journée. C'est-à-dire que si le matin, un joueur claque tous ses points d'endurance, il ne pourra pas utiliser de technique martiale dans ses futurs combats. C'est pour éviter le spam de technique martiale à tout combat et à tout coup. La seule solution éventuellement pour lui pour les récupérer, c'est de se reposer. Si un joueur arrive à se reposer 3 heures non-stop, dans de bonnes conditions, sans rien faire d'autre, puis on sait, une sieste quoi, les points reviennent. Ça veut dire qu'on peut faire un combat, se reposer derrière et en faire un autre. Ça c'est possible. Par contre, on ne peut pas enchaîner 4 combats en ayant à chaque fois autant de points d'endurance dispo. Maintenant, prenons le cas de William, il va lancer une feinte. Voilà. La carte feinte a été remplacée par feinte 2. Ça veut dire tu l'as déjà lancé une fois dans le combat. Et vous voyez que les points d'endurance sont passés de 7 à 6. Si mon joueur, dans ce même combat, me dit et je refais une feinte, il refait une feinte, donc il vient de faire feinte 2, vous voyez que la carte est passée à feinte 3, mais c'est pas un point qu'il a perdu, puisqu'il était à 6. Il a perdu 2 points, parce qu'il a lancé feinte 2. Ça veut dire que si dans un même combat, le joueur me dit « et je refais une 3e feinte », il va la faire, mais elle va lui coûter 3 points, vous voyez qu'il est passé de 4 à 1, il aura lancé feinte 3, et en bas dans son paquet de cartes, la carte feinte a disparu. Ça veut dire que les compétences, il faut que j'arrête de dire compétences, c'est un lapsus, les techniques martiales, dans un même combat, ne peuvent pas être lancées plus de 3 fois. Même si le joueur a un pool de points absolument délirant, une fois qu'il a fait une 3e fois une même technique dans la scène de combat, il l'a plus jusqu'au prochain combat, jusqu'à la prochaine scène de combat. Voilà comment ça fonctionne. Et il est à 1, et s'il lance une contre-attaque, il est à 0. Contre-attaque est passé à 2. Et s'il va lancer une frappe éclair, il va passer à -1. Et voyant le -1, si le joueur est intelligent, de toute façon, si le joueur est intelligent et qu'il a 0, je suis en train de réfléchir. Faudrait que j'arrive à interdire le lancer de compétences. Ouais, ça c'est la modif que je vais faire pas plus tard que maintenant en fait. Quand le score est à 0, il faut interdire le lancement de compétences. Il ne faut pas laisser le système continuer et tomber dans le négatif. Ah bah vous voyez, j'ai à faire, donc je vous laisse. Ciao les cadavres.